Monsieur le Président Xi Jinping, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs d'organisations internationales, les chefs de délégation, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour à vous tous et soyez les bienvenus à la deuxième exposition internationale d'importation de la Chine et Forum économique international de Hongqiao. La CIE est la première exposition de niveau national dédiée aux importations. Comme le président Xi Jinping l'a souligné clairement, nous devons non seulement organiser à un rythme annuel cette exposition, mais aussi en faire une exposition réussie, fructueuse et de qualité. Sous la direction du président Xi Jinping, grâce aux efforts conjoints des collectivités locales, des départements compétents et de l'ensemble du personnel, et avec la participation active des gouvernements étrangers, des organisations internationales et des milieux d'affaires des pays étrangers, les préparatifs pour la deuxième exposition ont été achevés et elle s'ouvrira aujourd'hui. Au nom du comité d'organisation, je vous remercie sincèrement. Cette deuxième édition a encore progressé par rapport à la première édition avec la présence de 155 pays et régions, 26 organisations internationales, une superficie d'exposition de 360 000 mètres carrés, 64 pays ont leurs pavillons nationaux, 3 893 entreprises ont leur propre pavillon et plus de produits, de services et de technologies sont exposés pour la première fois dans le monde à la CIE. Et en marge de cette exposition aura également lieu une réunion informelle de l'OMC et plus de 300 événements divers. Le Forum international économique de Hongqiao sera placé sous le thème de l'ouverture de l'innovation pour la coopération gagnant-gagnant. Il sera une plateforme de dialogue de haut niveau pour les milieux d'affaires et politiques des différents pays dans le but de réaliser la coopération internationale. Applaudissons maintenant chaleureusement et pour que le président chinois Xi Jinping déclare ouverte la CIE et donne un discours. Monsieur le Président Emmanuel Macron, Monsieur le Premier ministre Andrew Holness, Monsieur le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, Madame la Première ministre Anna Brnabić, Messieurs les présidents de Parlement, Mesdames et Messieurs les responsables d'organisations internationales, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, en cette belle saison multicolore de fin d'automne, je suis très heureux de me trouver avec vous au bord du fleuve Huangpu. Maintenant, je déclare ouverte la deuxième exposition internationale d'importation de la Chine. Tout d'abord, au nom du gouvernement et du peuple chinois, et en mon nom personnel, je tiens à souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les invités ici présents.
avec l'expression de mes salutations cordiales et mes meilleurs vœux aux amis anciens et nouveaux venus de différentes régions du monde. Il y a un an, nous avons tenu ici avec succès la première CIIE. Cette année, les amis sont venus plus nombreux. La présente édition est toujours placée sous le thème « Une nouvelle ère, un avenir partagé ». Je suis sûr qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Mesdames et messieurs, chers amis, l'année dernière, j'ai annoncé lors de la première CIIE des mesures dans 5 domaines visant à élargir l'ouverture de la Chine sur l'extérieur et 3 mesures d'ouverture concernant Shanghai. Durant l'année écoulée, ces mesures ont été presque toutes mises en œuvre. La zone pilote de libre-échange de Shanghai a été élargie. Par ailleurs, 6 nouvelles zones pilotes de libre-échange ont été créées dans d'autres provinces. Un marché consacré à l'innovation scientifique et technologique a été établi à la bourse de Shanghai avec le lancement à titre expérimental d'un nouveau système d'introduction en bourse. La stratégie nationale du développement intégré du delta du Changjiang est d'ores et déjà mise en œuvre. Ces dernières années, nous avons fait de nouveaux progrès dans la mise en œuvre de nos stratégies nationales. Le district Taïwan de Hong Kong, Macao et Guangdong, le développement intégré Beijing, Tianjin, Hebei et la stratégie du développement le long du fleuve jaune, la stratégie de développement du redressement du nord-est de la Chine sont bien définies. Et cette année, nous avons mis en œuvre la stratégie de développement intégré du delta du Changjiang. La loi sur les investissements étrangers entrera en vigueur le 1er janvier 2020. La règle du traitement national dès la phase de préétablissement et le système de la liste négative ont été entièrement mis en œuvre. Et d'importants progrès ont été réalisés concernant l'augmentation de l'importation, la stimulation de la consommation et la réduction des droits de douane. Parmi les 98 projets de coopération conclus entre la Chine et les pays concernés, à l'issue de mes échanges bilatéraux à l'occasion de la première CIIE, 现在清点一下呢，其中23项已经办结，23 ont été achevés, 47项正在积极推进 47 ont connu des progrès encourageants, 28项呢 et 也在跟进推 28 进。 sont en réalisation accélérée. 我在这里呢，就是给大家汇报一下第1届进博会以后啊。 Voilà 中国做的事情， un rapport 也就是说，我们是一个 je vous fais de ce que nous avons fait depuis la première CIIE. 的一个国家。 Et voilà une belle 说出来 illustration 的话呀， du respect de notre engagement. 女士们、先生们、朋友们， Mesdames et messieurs, chers amis,
La mondialisation économique est un courant historique, de même que le Changjiang, le Nil, l'Amazone et le Danube avancent sans jamais s'arrêter. On dédie des vagues à contre-courant et des écueils dangereux. Rien ne peut arrêter le cours impétueux du courant de l'histoire. Les difficultés que traverse le développement de l'économie mondiale ne peuvent être résolues par un pays seul, quel qu'il soit. Tous les pays doivent adhérer à la vision de l'humanité d'abord, au lieu de mettre les intérêts égoïstes au-dessus des intérêts de l'humanité. Nous devons adopter un état d'esprit et des mesures plus ouverts, agrandir le gâteau du marché mondial, concrétiser les mécanismes de partage et diversifier les modalités de coopération internationale pour renforcer autant que possible la dynamique de la mondialisation économique et minimiser les obstacles à son encontre. Pour ce faire, je propose qu'on fasse des efforts dans les domaines suivants. Premièrement, construire ensemble une économie mondiale ouverte et coopérative. À l'heure où les chaînes de valeur et celles d'approvisionnement mondiales se développent en profondeur, les économies deviennent toujours plus interdépendantes et intégrées. Quand la distance se réduit et que les interactions se multiplient, il est naturel qu'il y ait des problèmes et frictions. Face à cela, la bonne solution réside dans la concertation et la coopération. Il n'y a pas de problème insoluble tant qu'on reste attaché au principe de l'égalité, de la compréhension et de la concession mutuelle. Nous devons continuer à promouvoir le développement par l'ouverture et à approfondir les échanges et la coopération. Nous devons nous donner la main plutôt que nous lâcher la main et abattre des murs plutôt qu'en bâtir. Nous devons rejeter fermement le protectionnisme et l'unilatéralisme, réduire sans cesse les barrières commerciales, perfectionner les chaînes de valeur et celles d'approvisionnement mondial et développer ensemble la demande des marchés. Deuxièmement, construire ensemble une économie mondiale ouverte et innovante. Un développement soutenu de l'économie mondiale passe par l'innovation. La nouvelle révolution scientifique et industrielle est à la veille d'avancées historiques majeures. Les pays du monde ont à renforcer la coopération en matière d'innovation, à favoriser une intégration approfondie des sciences et technologies dans l'économie, à accroître le partage des fruits d'innovation,
à lever les barrières à la circulation des connaissances, des technologies, des talents et d'autres facteurs de l'innovation et à soutenir les entreprises dans leurs échanges et partenariats technologiques pour donner libre cours à toutes les sources d'innovation, pour mieux valoriser les connaissances au service de l'humanité. Nous devons travailler ensemble à renforcer la protection de la propriété intellectuelle et non établir un blocus en matière de connaissances ou créer, voire élargir le fossé technologique. Troisièmement, construire ensemble une économie mondiale ouverte et partagée. Nous devons travailler à un développement inclusif et mutuellement bénéfique, défendre ensemble l'ordre international basé sur les buts et principes de la Charte des Nations Unies, rester attaché aux valeurs et principes fondamentaux du système commercial multilatéral, promouvoir la libéralisation et la facilitation du commerce et de l'investissement et faire évoluer la mondialisation économique dans un sens plus ouvert, plus inclusif, plus équilibré et bénéfique à tous. Nous devons mettre en œuvre le programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et accroître le soutien aux pays les moins avancés pour que davantage de pays et leurs populations puissent bénéficier des fruits de développement. Mesdames et messieurs, chers amis, sur un nouveau point de départ historique, la porte de la Chine s'ouvrira toujours plus grande. Lors de la 4e session plénière du 18e comité central du Parti communiste chinois tenu il y a quelques jours, plusieurs décisions ont été prises pour poursuivre et perfectionner le socialisme aux couleurs chinoises et moderniser le système et la capacité de gouvernance de l'État. Ces décisions comprennent des mesures importantes visant à approfondir la réforme et à élargir l'ouverture. Nous poursuivrons la politique fondamentale de l'ouverture sur l'extérieur, veillerons à promouvoir la réforme, le développement et l'innovation par l'ouverture et travaillerons sans cesse à favoriser une ouverture de meilleure qualité. Premièrement, continuer à ouvrir le marché chinois. Ayant une population de près de 1,4 milliard d'habitants et le plus grand nombre de personnes à revenus moyens au monde, la Chine est un marché gigantesque, doté d'un potentiel énorme et aux perspectives illimitées. Les Chinois disent souvent: le monde est tellement grand, allons le découvrir. Et ici, je voudrais dire, le marché chinois est tellement grand, venez le découvrir.
La Chine renforcera le rôle fondamental de la consommation domestique pour le développement économique. Elle construira activement un marché domestique plus dynamique pour appuyer le développement de l'économie nationale et fournir plus d'opportunités à la croissance mondiale. Accordant une plus grande importance à l'importation, elle travaillera à réduire davantage les droits de douane et les charges réglementaires et administratives des entreprises, à mettre en place des zones pilotes d'innovation pour la promotion des importations et à accroître l'importation des produits et des services de qualité des différents pays. Des efforts seront déployés pour un développement coordonné entre l'import et export, entre le commerce des biens et le commerce des services, entre le commerce bilatéral et les investissements mutuels, et entre le commerce et l'industrie, et pour promouvoir à l'échelle nationale et internationale une circulation ordonnée et libre des facteurs économiques, une allocation efficace des ressources et une intégration profonde des marchés. Deuxièmement, continuer à perfectionner l'ouverture. L'ouverture de la Chine est une ouverture tous azimuts qui couvre tous les domaines. La Chine accélère ses efforts pour créer une nouvelle situation d'ouverture globale. Elle continuera d'encourager les zones pilotes de libre-échange à prendre des initiatives audacieuses. Elle accélérera la construction du port de libre-échange de Hainan. Toute la province de Hainan, nous en faisons un port de libre-échange afin de créer de nouveaux pôles d'ouverture. La Chine poursuivra ses efforts pour, comme j'ai indiqué au début de mon discours, pour le développement coordonné de Beijing-Tianjin-Hebei, le développement de la ceinture économique du fleuve Changjiang, le développement intégré du delta du Changjiang et la construction de la conurbation de la baie Guangdong-Hong-Kong-Macao. La Chine élaborera une meilleure stratégie nationale sur la protection écologique et le développement de qualité du bassin du fleuve jaune afin de créer un effet de synergie dans l'ouverture sur l'extérieur. Vous savez peut-être que la Chine a deux fleuves mers, le fleuve jaune et le fleuve Changjiang. Dans les bassins de ces deux fleuves, nous allons promouvoir un développement de meilleure qualité. Troisièmement, continuer à optimiser l'environnement d'affaires. L'environnement d'affaires est essentiel pour la survie et le développement des entreprises. Dans le rapport Doing Business 2020, publié par la Banque mondiale le 24 octobre dernier, la Chine a gagné 15 places pour passer de la 46e à la 31e position en matière de climat d'affaires. Et le rapport a surtout choisi Shanghai et Beijing. Le mois dernier, la Chine a publié le règlement sur l'optimisation de l'environnement d'affaires.
Dans l'avenir, elle continuera à accélérer la réforme dans les maillons clés et les domaines importants en s'attaquant aux problèmes majeurs pénalisant le développement économique et à moderniser le système et la capacité de gouvernance de l'État pour fournir des garanties institutionnelles à une ouverture de haut niveau et un développement de qualité. La Chine perfectionnera sans cesse son environnement d'affaires respectueux des règles du marché, de l'état de droit et des normes internationales. Elle élargira l'accès au marché des capitaux étrangers, continuera à réduire la liste négative et améliorera les systèmes de promotion et de protection des investissements et de communication des informations. Ces efforts seront consentis pour créer un environnement respectueux de la valeur des connaissances, perfectionner le système juridique de protection des droits de propriété intellectuelle, renforcer vigoureusement l'application des lois pertinentes et accentuer la protection judiciaire, civile et pénale des droits de propriété intellectuelle. Quatrièmement, continuer à approfondir la coopération multilatérale et bilatérale. La Chine est un défenseur de la coopération internationale et un partisan du multilatéralisme. Elle soutient une réforme nécessaire de l'OMC qui permet d'accroître le rôle de cette organisation dans l'élargissement de l'ouverture et dans la promotion du développement. Et qui permet de renforcer l'autorité et l'efficacité du système commercial multilatéral. Cet après-midi, la réunion ministérielle informelle de l'OMC aura lieu en Chine. Nous attendons que les différentes parties échangeront librement pour entreprendre des actions communes afin de contribuer à améliorer la gouvernance économique mondiale. J'ai appris avec plaisir qu'hier, 15 États membres du partenariat économique régional global ont finalisé les négociations et j'espère que l'accord sera signé et entrera en vigueur rapidement. La Chine est prête à conclure avec plus de pays des accords de libre-échange de haut standard. Elle est prête à accélérer les négociations sur l'accord d'investissement Chine-Union européenne et l'accord de libre-échange Chine-Japon-République de Corée et l'accord de libre-échange Chine-Conseil de coopération du Golfe. Elle prendra une part active à la coopération au sein de l'ONU, du G20, de l'APEC et du BRICS pour faire avancer ensemble la mondialisation économique. Cinquièmement, continuer à promouvoir la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Jusqu'à présent, la Chine a signé avec 137 pays et 30 organisations internationales
197 documents de coopération dans le cadre de cette initiative. Nous resterons fidèles au principe d'ample consultation, de contributions conjointes et de bénéfices partagés, resterons attachés à l'ouverture, au développement vert et à l'intégrité et redoublerons d'efforts pour atteindre les objectifs de haut standard, de bien-être de la population et de soutenabilité, afin de promouvoir une coopération de qualité dans le cadre de cette initiative. Mesdames et messieurs, chers amis, dans l'avenir, la Chine continuera à porter la nouvelle vision du développement. Nous poursuivrons la stratégie de développement par l'innovation, travaillerons à développer et renforcer les nouveaux moteurs de croissance, à transformer le modèle de croissance, à restructurer l'économie et à renforcer la dynamique du développement, de sorte à réaliser un développement économique de meilleure qualité et à apporter de nouvelles opportunités encore plus importantes à la croissance mondiale. Je suis convaincu que l'économie chinoise aura sûrement et certainement un avenir plus radieux. Placé dans le temps long de l'histoire, le développement de la Chine s'inscrit dans la grande cause du progrès de l'humanité. Avec ses portes grandes ouvertes sur l'extérieur, la Chine va offrir au reste du monde plus d'opportunités en termes de marché, d'investissement et de croissance. Et cela en faveur de la réalisation du développement partagé. Mesdames et messieurs, chers amis, la civilisation chinoise porte depuis toujours la vision d'un monde où la grande concorde règne et que les nations vivent en harmonie. À nous donc de travailler ensemble, à contribuer sans cesse à la construction d'une économie mondiale ouverte et d'une communauté de destin pour l'humanité tout entière. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président Xi Jinping. Tout à l'heure, le président Xi Jinping a passé en revue la mise en œuvre des mesures d'ouverture depuis la première CIE, a dressé une analyse pénétrante de l'actuelle situation économique internationale, a proposé de faire des efforts pour construire une économie mondiale ouverte, coopérative, innovante et partagée, et a annoncé des mesures visant à promouvoir une ouverture de meilleure qualité de la Chine en 5 points, ce qui nous indique l'orientation à suivre. Maintenant, applaudissons chaleureusement pour inviter M. Emmanuel Macron, président de la République française, à prendre la parole. Monsieur le Président de la République populaire de Chine, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'organisations internationales, Mesdames et Messieurs
Commissaire, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'entreprise, chers amis. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour honorer l'engagement pris auprès de vous, cher Président, d'être à vos côtés pour cette seconde édition de la Foire de Shanghai. Nous poursuivons ici un dialogue engagé il y a presque 2 ans à Xi'an, dans l'antique capitale des routes de la soie, itinéraire terrestre des caravaniers chargés de marchandises reliant la Chine à l'Europe en passant par l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Et ce n'est pas un hasard si ce chemin se poursuit aujourd'hui à Shanghai, cet autre lieu de rencontre entre la Chine et le monde, entre la Chine et l'Europe, par la mer qui a donné son nom à cette cité continentale à l'embouchure du fleuve bleu. Shanghai, ville symbole de l'ouverture de la Chine, de son dialogue avec l'Occident, qui connut les heures sombres des ambitions prédatrices comme les pages glorieuses de la découverte de soi dans le dialogue avec l'autre. Shanghai, d'où il y a 100 ans cette année, partirent à quelques mois de distance 2 étudiants ouvriers et Deng Xiaoping sur un bateau à destination de Marseille. Voilà un peu plus de 40 ans, la Chine s'engageait sous leur impulsion dans l'ouverture et la réforme. Ce mouvement progressif et pragmatique fut l'un des points de bascule de l'ordre mondial contemporain. L'une des immenses forces de la Chine est la conscience précisément du temps long. Et il faut, je crois, toujours y revenir pour comprendre les ressorts profonds des défis que nous avons aujourd'hui à relever ensemble pour maintenir ce choix de l'ouverture au XXIe siècle que le président Xi vient une nouvelle fois de confirmer pour la Chine et qui est très profondément celui de l'Europe. Je tenais ici, en m'inscrivant dans ce temps long et dans la confiance résolue et déterminée dans l'époque que nous traversons, partager 3 messages. Le premier, c'est la reconnaissance de ce que l'ouverture de la Chine a représenté pour le monde et l'importance qu'elle poursuive dans cette voie, au travers d'avancées tangibles. Et je vous remercie, Président, d'avoir à l'instant partagé non seulement les avancées des 12 derniers mois entre la première et la 2e édition de ce forum, mais d'avoir confirmé cette vision et ce cap pour votre pays et plus largement la région. Ce choix, en effet, a révélé le génie de son peuple, de ses travailleurs, de ses étudiants, de ses penseurs. Il a permis ce qui est sans nul doute le changement économique et social le plus rapide et le plus massif de l'histoire de l'humanité. Une croissance réelle de 9% par an en moyenne, une multiplication par 25 du revenu par habitant, près de 800 millions de personnes sorties de la pauvreté. C'est cela, le résultat de cette politique d'ouverture. Ce succès, la Chine le doit à ses propres forces. Elle le doit aussi à la mondialisation contemporaine dont elle a bénéficié autant qu'elle l'a façonnée, tirant parti de sa main-d'œuvre abondante, des investissements étrangers, des exportations de biens manufacturiers, en particulier depuis son accession à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, déplaçant le centre névralgique de l'économie mondiale vers l'Asie, tirant la croissance mondiale vers le haut, montrant la voie à nombre de pays en développement. Aujourd'hui comme hier, la Chine a besoin de son ouverture, de cette ouverture au monde, comme le monde a besoin de l'ouverture de la Chine. L'économie chinoise s'est certes profondément transformée.
La Chine n'est plus aujourd'hui l'atelier du monde pour la production de produits à bas coût. Elle entend, à juste titre, développer son marché domestique, offrir des perspectives à ses classes moyennes, occuper les premiers rangs dans la compétition mondiale sur les produits à haute valeur ajoutée technologique. Elle compte sur ses propres forces, mais elle a aussi besoin des compétences et des savoir-faire que les entreprises étrangères présentes à cette foire peuvent lui apporter. Pour assurer la sécurité alimentaire de plus de 20% de la population mondiale sur 7% de la surface arable du globe. Pour relever le défi du vieillissement démographique, la prise en charge de la dépendance, les enjeux de la santé. Pour réussir la transition énergétique, son objectif de civilisation écologique, construire des villes durables dans un contexte où la population urbaine chinoise augmente de près de 18 millions de personnes chaque année. Pour l'innovation, enfin, même si la Chine a rattrapé aujourd'hui une très grande partie de son retard et acquiert un leadership dans plusieurs technologies de rupture. Car la Chine est un pays d'inventeurs. Hier, la poudre à canon et la boussole. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et le calcul quantique. Nous aussi, nous avons besoin d'une plus grande ouverture de la Chine et de son marché domestique. Prenons l'agroalimentaire. C'est le troisième poste des exportations françaises en Chine, le premier marché à l'export pour la viande porcine en dehors de l'Europe. Et de très nombreuses entreprises françaises m'accompagnent ici, des grands groupes comme des petites et moyennes entreprises dans tous les secteurs de l'énergie, de l'environnement, des transports, de la santé, du numérique, du tourisme, des industries culturelles et créatives. Toutes ces entreprises, françaises, allemandes, européennes, et elles nous l'ont rappelé hier à quelques-uns, attendent beaucoup des promesses de la Chine qui sont ici portées. Beaucoup a été fait ces dernières années avec 2 révisions des listes négatives pour les investissements étrangers, des programmes de réforme dans le secteur financier, la levée dans de nombreux secteurs des obligations de coentreprise. D'importantes réductions tarifaires ont également été consenties. Nous appelons à leur consolidation et à leur approfondissement. Toutes ces mesures s'inscrivent très précisément dans le cadre défini par le président Xi Jinping dès le discours de Davos en janvier 2017. Vous y aviez fait aussi, Monsieur le Président, le constat d'une contestation montante de l'ordre commercial international, en citant Charles Dickens au lendemain de la révolution industrielle. It was the best of times, it was the worst of times. Et je crois qu'il y a une profonde sagesse dans cette référence pour décrire la période que nous vivons. Car d'un côté, nous vivons encore sur les bénéfices de l'ordre économique et commercial dans lequel nous avons évolué au cours des dernières décennies, et d'un autre côté, nous voyons aussi monter partout une fracturation profonde de cet ordre. Mon premier message, donc, est un message pour que ce travail d'ouverture, ce choix stratégique, soit consolidé, renforcé, et que tous et toutes, nous puissions y prendre notre part. Mon second message, c'est que si nous voulons préserver cette mondialisation ouverte dont nous avons tous ici bénéficié, nous n'avons pas d'autre choix que de redéfinir ensemble un ordre commercial ouvert, plus équitable et plus coopératif. La crise actuelle, les tensions contemporaines ne sont malheureusement sans doute pas un phénomène conjoncturel et strictement passager. Les racines de ces tensions se trouvent dans les déséquilibres que nous n'avons pas su collectivement corriger. Déséquilibres liés
à une mondialisation qui n'a pas su endiguer la montée des inégalités au sein de chacun de nos pays, la concentration des richesses dans les mains des plus riches et dans certains territoires, les désindustrialisations, la déstabilisation des classes moyennes dans beaucoup d'économies. Nous n'avons pas toujours su créer les régulations nécessaires face aux bouleversements climatiques et numériques en cours. Je sais que cette question des inégalités est très présente en Chine, notamment entre les régions urbaines et rurales, et que c'est l'une des priorités des autorités, tout autant que le défi environnemental. Mais ces déséquilibres sont liés aussi au fait que les progrès considérables des dernières décennies ont dans le même temps engendré des transformations et des tensions dans nos sociétés, du fait de la désindustrialisation de nombreuses régions, des emplois détruits, des déficits commerciaux qui ont pu s'installer. Ces évolutions ont entraîné, aux États-Unis, en Europe, dans de nombreuses régions du globe, des peurs, parfois un besoin de protection qui a pu se traduire par une tentation de repli. Alors que devons-nous faire? Considérer que le système commercial que nous avons bâti ensemble au sein de l'Organisation mondiale du commerce, au motif qu'il n'a pas su apporter une réponse aussi efficace que nous le souhaitions aux distorsions du commerce international, devrait être liquidé? Qu'il n'y aurait pas d'autre choix que de recourir à l'action unilatérale, à l'utilisation de l'arme tarifaire, à la loi du plus fort? Je ne le crois pas. Ce n'est pas le choix de la France, ce n'est pas le choix de l'Europe. La guerre commerciale ne fait que des perdants. Nous en voyons les effets. Les tensions commerciales entre les deux principales puissances économiques pèsent d'ores et déjà sur la croissance mondiale. Des discussions sont actuellement en cours et je souhaite qu'elles puissent aboutir à un accord de nature à apaiser les tensions et qui préserve les intérêts des autres grands partenaires commerciaux de la Chine et des États-Unis, à commencer par l'Union européenne. Nous devons donc agir de manière très concrète et résolue. D'abord, dans chacun de nos pays et pour chacun de nos pays. La Chine a subi, lors de la crise de 2008, les conséquences de l'effondrement de la demande extérieure dans une économie fondée sur un modèle de rattrapage. Elle a engagé, lors du 19e congrès, un important mouvement de réforme du côté de l'offre qui s'est traduite par une politique financière de contrôle des risques, un souci de mieux soutenir le financement du secteur privé, l'accélération de l'ouverture du marché chinois et une réduction de l'excédent courant. C'est un choix important et ambitieux. Mais nous devons agir aussi ensemble. Nous ne pourrons pas répondre avec les cadres d'hier aux réalités d'aujourd'hui. Le système commercial multilatéral est un bien commun qu'il nous faut préserver, mais il n'a pas été construit pour répondre aux déséquilibres actuels que j'ai décrits et qui l'ont fracturé. Agir d'abord en construisant le cadre d'une concurrence plus équitable. Nous avons beaucoup discuté au cours des derniers mois sur le point de savoir si nous étions ou non des rivaux. La réalité, c'est que l'Europe et la Chine sont des partenaires de premier plan dans les échanges internationaux et en même temps des concurrents, du fait du succès de la Chine dans son rattrapage. Et que c'est ce cadre qu'il nous faut organiser. Créer de nouveaux liens d'équilibre suppose que les procédures d'entrée sur le marché chinois soient accélérées, rendues plus transparentes pour permettre aux entreprises étrangères, notamment aux entreprises innovantes, de s'installer en Chine avec confiance. C'est la poursuite de l'agenda que vous avez décrit et des premiers résultats obtenus. Cela suppose que nos entreprises puissent bénéficier
de voies de recours, d'un traitement égal dans l'accès aux subventions et aux marchés publics. En juin, lors du sommet du G20, le président Xi Jinping a annoncé la mise en place de mécanismes de plainte pour permettre aux investisseurs étrangers de mieux faire valoir leurs droits et assurer une égalité de traitement pour tous les investisseurs. Je salue ces annonces qui sont importantes et les résultats, les réalisations concrètes qui s'inscriront dans la foulée de celles-ci. Nous devons aussi poursuivre le travail partagé de réforme de l'Organisation mondiale du commerce pour répondre dans un cadre coopératif aux questions de transparence, de surcapacité, de subvention d'État. Ces questions sont toutes à discuter et pour toutes, il existe des solutions qui sont à bâtir dans un cadre multilatéral, transparent, efficace, rapide. Je me félicite de la ministérielle de cet après-midi, mais je nous appelle tous collectivement, Chinois, Européens, Américains, puissances du monde entier présentes ici, à œuvrer et à prendre nos responsabilités pour parachever ce travail de modernisation et de transformation de l'OMC. Nous devons aussi démontrer ensemble que l'esprit de coopération permet d'obtenir des résultats, plus que l'esprit de confrontation. La conclusion positive des négociations entre l'Union européenne et la Chine sur l'accord sur les indications géographiques signé demain à Pékin est à cet égard une étape décisive, car il s'agit pour l'Union européenne d'un accord d'intérêt systémique longtemps recherché. Nous devons poursuivre sur cette dynamique positive dans le cadre des négociations en cours entre l'Union européenne et la Chine pour la conclusion d'un accord global d'investissement ambitieux en 2020. 2020 doit marquer la finalisation d'un tel accord. Le sommet entre la Chine et l'Union européenne doit permettre de consacrer un tel cadre d'investissement bilatéral qui soit positif, exigeant de part et d'autre, et prenne précisément en considération les défis stratégiques de propriété intellectuelle, de cadre d'investissement auquel nous tenons. Je crois très profondément que nous pouvons saisir l'opportunité offerte par les prochains mois pour bâtir justement le cadre d'investissement et de commerce entre l'Union européenne et la Chine qui soit mutuellement bénéfique et ainsi œuvrer à la modernisation, la transformation du cadre commercial mondial. Enfin, et c'est le troisième message que je voulais porter, nous ne parviendrons à cela que si la Chine et l'Union européenne bâtissent aussi et dans le même temps un ordre international d'équilibre durable. Je crois en effet que l'ouverture, que la consolidation et la poursuite de ce mouvement du commerce international ne peuvent persister dans le temps que si nous parvenons ensemble à mieux maîtriser le cours du monde et ses conséquences sur nos peuples. C'est pourquoi notre agenda d'ouverture, d'échange, ne peut être durable que s'il est harmonieux, que s'il permet à chacun de faire face à ses défis et s'il permet à chacun de mieux maîtriser son destin et retrouver un peu le sens de celui-ci. C'est-à-dire si nous parvenons, par nos coopérations, nos échanges, à répondre aux désordres économiques, sociaux, climatiques que j'évoquais il y a un instant. Quel jeune Chinois peut être convaincu de l'intérêt de l'ouverture, de la force du commerce international, si cela ne l'aide pas à vivre mieux, à se nourrir mieux? Quel jeune Français peut être convaincu de l'intérêt de l'ouverture si elle le rend
plus dépendant de choix technologiques faits ailleurs et moins maître de son destin. Quel habitant de Marseille ou Shanghai peut penser que l'ouverture, le commerce international sont de bonnes choses si ça ne lui permet pas de respirer chaque jour un air meilleur? C'est cela la question aussi qui nous est posée. Et cette ouverture que nous prenons, cet agenda de poursuite du commerce international plus équitable, plus équilibré, plus ouvert, suppose aussi que nous parvenions à en bâtir les règles harmonieuses. Et donc que nous ne perdions pas de vue qu'il ne s'agit pas simplement d'entreprises, d'argent, de biens et services, mais d'échanges, de femmes et d'hommes. Et donc, au final, d'un agenda de confiance et d'équilibre à bâtir. De confiance et d'équilibre, oui, en particulier entre l'Union européenne et la Chine. Et ce sont ces nouvelles règles de la confiance qu'il nous faut, entre nous, consolider. Elles sont la base, le fondement de cette ouverture et du commerce. Confiance d'abord pour nourrir la planète de manière durable. L'agenda alimentaire sera structurant pour les décennies à venir. C'est un défi démographique et sanitaire. Et nous avons, par nos partenariats, par notre exigence, par nos politiques sanitaires, par nos innovations, nos exigences et nos savoir-faire, la possibilité d'y répondre. Cet agenda de confiance alimentaire est un pilier de cette relation harmonieuse. Agenda ensuite technologique et d'innovation. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, vous croyez dans l'innovation et la poursuite de celle-ci. Je l'ai dit tout à l'heure, la Chine d'aujourd'hui n'est pas celle de 1978. Elle a plus qu'on comblé son retard et par l'ouverture, dépassé largement dans de nombreux domaines ses concurrents internationaux. Mais là aussi, il nous faut bâtir les règles d'un nouveau dialogue de confiance. Nous avons besoin partout de construire, par l'innovation, les connectivités contemporaines, qu'elles soient portuaires, par les câbles, par les réseaux technologiques nouveaux. L'innovation et la technologie sont au cœur de nos défis contemporains. Notre coopération, la coopération entre l'Union européenne et la Chine est décisive pour permettre le déploiement accéléré de ces nouvelles technologies, pour permettre, premièrement, leur diffusion la plus rapide et la plus harmonieuse, vous l'avez dit, pour permettre, deuxièmement, le juste respect de la propriété intellectuelle sans laquelle il n'y a plus d'innovation, parce qu'elle vient récompenser celui ou celle qui a inventé, mais de manière juste et équitable. Et enfin, sans la construction d'un cadre de confiance transparent de souveraineté. Soyons clairs, nous devons savoir faire en matière technologique ce que nous avons parfois su faire en matière de nucléaire civil ou d'autres technologies. Construire un véritable agenda de confiance transparent, où nous saurons distinguer ce qui relève de l'innovation, du commercial et de ce qui est souverain, le plus stratégique, où nous décidons de faire ensemble pour développer plus vite, mais en étant conscients et lucides sur ce que nous devons préserver pour nous-mêmes, car il en est de nos intérêts stratégiques, vitaux, les plus existentiels. L'ouverture ne peut pas aller avec l'abolition des différences. Elle va dans le juste respect des perceptions stratégiques et des positions stratégiques de chacun. Cet agenda de technologie et d'innovation doit donc être tout à la fois un agenda scientifique, mais aussi un agenda stratégique et de souveraineté entre la Chine et l'Union européenne, qui donnera le cadre de nos développements conjoints, le cadre de nos coopérations maîtrisées, le cadre de nos volontés présentes et futures
pour faire ici davantage. C'est, je crois, très profondément la clé pour un développement harmonieux des technologies et éviter ou les blocages, ou les antagonismes, ou les empiètements de souveraineté, qui ne seraient bons pour personne dans la durée. Cet agenda technologique doit être décisif au sein de l'Union européenne et discuté entre l'Union européenne et la Chine dans les prochains mois. Enfin, cet agenda d'ouverture harmonieuse est aussi écologique et climatique. Je le disais tout à l'heure, c'est l'un des défis contemporains et c'est l'une des clés de notre ouverture. Nos manières de produire doivent apporter des réponses concrètes au réchauffement climatique. L'organisation de nos villes, et nous sommes ici, vous me le disiez hier, Monsieur le Président, dans la plus grande ville de Chine qui chaque jour a inventé des technologies, des solutions contemporaines pour faire face aux défis des mobilités, tenant compte de celui du réchauffement climatique. Nos modes de déplacement, nos manières de consommer, tout dans notre quotidien, nos innovations, doivent prendre en compte le défi climatique qui est le nôtre. Nos politiques industrielles, nos normes, nos diplomaties doivent mettre au cœur de leur agenda, d'une part, la lutte pour la biodiversité, d'autre part, la lutte contre le réchauffement climatique. Et je le dis ici avec beaucoup de force et de conscience parce que ça n'est pas un agenda qui serait séparé de l'agenda commercial ou économique. Il est en son cœur. Il est ce qui rendra l'agenda économique durable et acceptable pour nos peuples. Il passe là aussi par de l'innovation et une organisation collective. L'année 2020 sera à ce titre vitale. Nous avons commencé à porter ensemble de premiers projets de développement conjoint, en particulier en Afrique, pour mettre en cohérence votre agenda de développement, notre agenda de développement et la préoccupation climatique. Et je me félicite de ces premières signatures d'accords. Mais en 2020, nous avons plusieurs rendez-vous qui nous attendent à cet égard. Si nous voulons être dans le respect de l'accord de Paris, il nous faudra l'année prochaine rehausser nos engagements en matière de réduction d'émissions. Il nous faudra l'année prochaine confirmer de nouveaux engagements pour 2030 et 2050. Et la coopération, à ce titre, entre la Chine et l'Union européenne est décisive. La place que la Chine, le gouvernement, l'ensemble des provinces, l'ensemble des investisseurs et des entreprises ont joué a été décisif ces 2 dernières années. Il nous faut l'année prochaine que dans l'agenda de rehaussement, nous soyons aussi collectivement au rendez-vous. Et puis, le deuxième élément clé, c'est la lutte pour la biodiversité. La Chine aura à accueillir la COP15 et nous aurons, communauté internationale, à prendre des engagements inédits en la matière. Cette COP doit être un succès et nous devons vous y aider. Et c'est essentiel pour toutes les entreprises et investisseurs ici présents. Car c'est la condition d'une alimentation saine, durable, soutenable. C'est la condition de la stabilité de nombreux pays ici présents, de nos écosystèmes productifs et de vie. Et le fait que la Chine ait pris cette responsabilité, ce leadership, est décisif et nous vous aiderons à y réussir. C'est pourquoi je souhaite que l'année 2020 soit marquée par une coopération aussi accrue en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de lutte pour la biodiversité, et que d'ici au sommet entre l'Union européenne et la Chine, nous ayons un agenda très concret et des résultats à construire ensemble. Cet ordre international d'équilibre et d'harmonie, c'est au fond celui de nos dépendances choisies dans le respect de l'autre et la cohérence de nos fins. Viser l'autarcie n'est une bonne solution pour personne et n'est pas possible pour tout le monde. Et c'est la racine des conflits de demain. Viser de rendre l'autre
totalement dépendants ou trop dépendants d'une technologie ou d'un secteur, créer les déséquilibres de demain qui généreront la frustration, les tensions. Choisir des dépendances partagées, concertées, dans un cadre harmonieux, c'est, sur le plan technologique, sur le plan alimentaire, sur le plan climatique, cet agenda d'harmonie que je souhaite que nous puissions bâtir ensemble, en particulier entre la Chine et l'Union européenne. Voilà quelques messages et quelques convictions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'ouverture, le commerce et cet agenda de coopération et d'harmonie pour notre planète et nos économies. Il n'y a qu'une méthode pour cela. La coopération, le dialogue, le respect, l'écoute. Les choses prennent parfois du temps. Nous avons des différences. Elles sont parfois profondes. Chercher à les réduire ou les supprimer trop vite, chercher à les nier ou en quelque sorte à les résoudre par le conflit est, je pense, une erreur. Non. Nous avons besoin, dans le temps, en nous donnant une visibilité pleine et entière, de poursuivre ce lent travail de compréhension, d'ouverture, de construction. Nous avons besoin d'avoir d'autres jeunes étudiants qui prendront le bateau de Shanghai à Marseille et de Marseille à Shanghai et qui, quelques décennies plus tard, bâtiront les nouvelles ouvertures et les nouvelles compréhensions communes. Parce qu'il n'est d'ouverture, d'échange que dans ces histoires humaines, que dans ces voyages au long cours, que dans la patience de la compréhension réciproque, de la part d'altérité et de la part de commun. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, je vous souhaite une excellente deuxième édition de ce forum et qu'au fond, au-delà des investissements, des importations, du commerce, nous parlons bien là d'histoires de femmes et d'hommes qui décident parfois de voyager et qui décident de prendre des années ou des décennies pour récolter les fruits de ces voyages. Parce que nous parlons là d'histoires de respect et d'amitié profonde. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, applaudissons chaleureusement pour inviter M. Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre grec, à prendre la parole. Your Excellency, Mr. Xi Jinping, President of the People's Republic of Excellence, China, Monsieur Xi Jinping, Président Heads of de la State République populaire and de Chine, Government, Excellencies, Mesdames et Messieurs les chefs dear d'État et de guests, gouvernement, it distingués is a invités, very special honor for me to stand before you c'est d'un grand today, honneur pour moi representing Greece, et d'un grand plaisir pour a moi guest of honor country, d'être parmi vous pour at the représenter la second Grèce, China International Import qui est Expo. mise à l'honneur lors de cette Mr. deuxième President, exposition internationale is d'importation de present la at Chine. this exhibition for the second Monsieur le consecutive Président, year. However, this la year's Grèce context est is very présente different à for my cette country. exposition pour la deuxième année We are consécutive. finally Mais pour nous, emerging le from the contexte est un darkness peu différent of a pour long nous. and painful 10-year economic crisis. We're confronting Nous avons vécu the une crise opportunities financière of the future qui a duré with a 10 ans et renewed nous sommes sense maintenant sortis de of la morosité. optimism and self-confidence. Et aujourd'hui, notre Our pays presence here
pleinement confiant et optimiste, accueille à bras ouverts les opportunités de l'avenir. Notre présence d'aujourd'hui est une belle illustration de l'importance stratégique des relations entre la Grèce et la Chine. Les relations sino-grecques ne datent pas d'hier. Durant les dernières décennies, ces relations ne cessent de se développer et de s'étendre dans des domaines toujours plus importants et nombreux. Et ces relations ne concernent pas seulement le commerce, l'investissement, les technologies, le tourisme ou l'économie en général. Les relations sino-grecques, au fil des ans, ne cessent de s'approfondir. La Grèce et la Chine se respectent mutuellement et se considèrent mutuellement comme civilisations vieilles de plusieurs millénaires. Nos deux pays n'ont seulement suivi la roue de l'histoire, mais également la façonné. Confucius et Aristote ont abordé les questions de l'éthique, de la morale et de la notion d'une vie vertueuse. Si leurs enseignements sont respectés, les décideurs politiques peuvent en profiter. La Grèce et la Chine sont toutes deux pays qui ont marqué profondément l'histoire du monde. La Grèce est dotée d'une situation géographique privilégiée. Elle est toujours ouverte à l'extérieur et elle embrasse depuis toujours le vent du changement. La Grèce est une nation des marins. Les armateurs grecs contrôlent 25% de la flotte commerciale mondiale. Ainsi, si la Grèce peut se mettre en synergie avec la Chine, la plus grande économie d'exportation du monde, ce sera bénéfique. La Chine, si elles ont des débouchés sur les marchés lointains, dans une large mesure, et grâce aux navires grecs qui sont, pour la plupart, construits sur les chantiers navals chinois. Et durant les dernières décennies, nous avons ainsi investi plus de 50 milliards de dollars américains dans la construction de ces navires. Si ces navires peuvent être équipés des équipements de haute qualité, cela sera plus bénéfique pour la mise en valeur des atouts respectifs de la Chine et de la Grèce. Ce sera également bénéfique pour les économies du monde. En Grèce, l'investissement de l'entreprise chinoise COSCO est d'une histoire très réussie, non seulement pour nos deux pays, mais également pour les régions où nos deux pays se trouvent. L'investissement de COSCO constitue également un bel exemple pour nous. C'est que, au moment où la Grèce est considérée comme un pays inadapté pour l'investissement, les entreprises chinoises sont quand même audacieuses à investir dans notre pays. Le port de Pirée est le premier port sur la route qui relie l'Asie et l'Europe. Après le passage du canal de Suez, à travers la Grèce, les marchandises asiatiques peuvent atteindre le marché européen avec 7 à 10 jours d'avance sur les autres routes. C'est ainsi un précieux gain de temps, d'argent et de CO2. Le gouvernement grec vient d'approuver un plan d'investissement de 600 millions d'euros dans le port de Pirée, ce qui en fera le premier port dans la Méditerranée. Monsieur le Président, distingués invités, pour la Grèce, la crise financière est vraiment très grave, est une catastrophe dans une certaine mesure, mais pour la Grèce, nous sommes maintenant sortis de la morosité et nous en sommes sortis plus sages et plus pragmatiques. Après 10 ans de travail assidu, l'économie grecque reprend de manière robuste. Il y a quelques semaines, la Grèce
a émis pour la première fois des obligations d'État avec un taux d'intérêt négatif. Ça aurait dû être inimaginable il y a quelques années. D'après nos estimations, en 2020, l'économie grecque pourra réaliser une croissance de 2,8%, beaucoup plus importante que les autres économies européennes. Nous saisirons les opportunités. Le gouvernement grec a été élu avec à la majorité absolue en juin dernier, et notre mandat, c'est de restaurer la croissance, attirer les capitaux étrangers et améliorer notre cadre d'affaires. La Grèce est unique en matière d'environnement naturel et culturel. Elle est dotée d'une situation géographique privilégiée en tant que carrefour entre 3 continents. Et par ailleurs, notre pays est doté d'une main-d'œuvre qualifiée et professionnelle. Pour la Grèce, le gouvernement est en train d'engager la réforme nécessaire et notre pays a toutes les potentialités pour faire de soi une grande réussite. Mesdames et messieurs, la coopération économique entre nos deux pays se fait dans les deux sens. Dimanche dernier, j'ai inauguré une nouvelle usine construite par une entreprise grecque près de Shanghai qui fabrique pour le marché chinois des ascenseurs de qualité. La Grèce met en valeur ses atouts et travaille également à l'innovation et à l'ouverture. Cette fois-ci, des entreprises grecques spécialisées dans l'énergie propre et dans les nouvelles technologies sont également présentes. Je pense que la présence de ces entreprises représente le respect de la Grèce à la vision du développement durable. Nous espérons que le marché chinois sera plus ouvert aux produits agroalimentaires de qualité de la Grèce. Nous attendons de vous faire découvrir, de vous faire déguster nos produits agroalimentaires, notre vin, notre viande dans notre pavillon national. Nous sommes également très heureux de voir que demain, la Chine et l'Union européenne pourront signer des accords concernés sur les indications géographiques C'est ce à quoi attache une grande importance de nombreux pays européens, dont notamment le président Emmanuel Macron. Nous espérons pouvoir promouvoir et jouer notre rôle pour favoriser une coopération plus approfondie entre la Chine et l'Europe. Je profite de cette occasion pour vous présenter les opportunités que représente la Grèce en matière de tourisme. Maintenant, avec une plus grande classe moyenne, les Chinois sont plus enthousiastes pour voyager à l'étranger. Et la Grèce a toujours été un pays hospitalier. Et la tradition d'hospitalité de la Grèce est aussi vieille que Zeus, qui est roi de l'hospitalité. Cette année, la Grèce a accueilli 30 millions de visiteurs, mais dont seulement moins de 200 000 sont chinois. Nous espérons pouvoir accueillir davantage de visiteurs chinois, de touristes chinois, et nous espérons également pouvoir offrir une expérience touristique unique aux touristes chinois. Durant ma visite en Chine, je suis très heureux de constater, d'apprendre l'ouverture d'une ligne directe aérienne entre Shanghai et Athènes. Monsieur le Président, la Grèce est le dernier pays à rejoindre l'initiative du 7+1, mais elle est toujours le premier pays par lequel vous devez passer pour se rendre en Europe. Nous attendons avec beaucoup d'impatience votre visite en Grèce.
Notre pays est aujourd'hui sur la bonne voie et avance à pas assurés sur la voie du développement durable. Nous sommes très heureux de voir que la Chine n'a jamais léché la main à la Grèce au moment où la Grèce traverse la période la plus difficile. Aujourd'hui, la Grèce et la Chine ne célèbrent pas seulement leur histoire glorieuse, mais également avancent à grands pas vers l'avenir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, applaudissons chaleureusement pour accueillir Monsieur Andrew Holness, Premier ministre jamaïcain. Your Excellency, President Xi Jinping, President of the People's Excellence, Monsieur Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, esteemed colleague heads of state and government and partner countries of honor, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, heads of delegation, ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, a great pleasure to be here c'est un grand plaisir pour moi of Shanghai, de venir dans truly cette a renowned ville historique de Shanghai, international metropolis qui est aussi une véritable métropole mondiale and a great financial hub et of China. I un bring with me des centres warm financiers de la greetings Chine. and friendship Permettez-moi de vous transmettre from the government and people les salutations of Jamaica. cordiales et We're l'amitié deeply honored du gouvernement et du peuple to have jamaïcain. been designated as a guest country La Jamaïque of est honor très heureuse at this d'être impressive invitée staging en tant of the qu'invité second d'honneur China International pour Import participer Exposition. à la deuxième exposition internationale I d'importation de la commend you, Chine. President Xi, for your Monsieur le visionary Président, leadership and foresight in creating this international. je tiens à vous exprimer mon haute The appréciation CIIE pour reflects l'organisation an inclusive de vision, cette exposition qui reflète votre leadership et votre vision. imports La from CIE partner countries. reflète une vision inclusive It is also a clear demonstration de faciliter les importations depuis les pays partenaires. strengthen cooperation Cette exposition est également une belle illustration de l'engagement de la Chine pour renforcer la coopération en matière de commerce et have d'investissement an mondiaux, opportunity to share pour assurer in que global tous les pays et tous les peuples peuvent Jamaica profiter very much de la prospérité welcomes du monde. this special opportunity La Jamaïque to join accueille countries favorablement cette around the world in opportunité showcasing our particulière products and services. pour travailler ensemble avec le reste du monde à montrer, à promouvoir ces produits. Je vous invite à We know faire un that tour this dans le exposition pavillon will jamaïcain open doors and opportunities pour profiter d'une for expérience Jamaican products jamaïcaine. and entrepreneurs in the strong and diversified Cette market exposition of China. offrira une belle opportunité More than pour l'accès 15,000 des kilometers separate our produits two et countries. services jamaïcains en Chine. There is La Chine vast et la difference Jamaïque sont size, séparées l'une de l'autre par une distance de population, 14 000 kilomètres. stage of Nos deux development, pays sont très différents en matière de taille, de population, de stade de développement, de langue, d'histoire, de However, culture, such differences have never been mais an obstacle ces différences to our ever-deepening relation. n'ont jamais été un obstacle President, à l'approfondissement des relations bilatérales entre nos deux pays. Jamaica and China Monsieur le Président, share comme vous l'avez a long dit, la and Jamaïque fruitful et la Chine relationship, dating back partagent une to amitié 1854, ancienne et when fructueuse the first qui date Chinese de arrived in Jamaica. 1854, Today, au moment où Chinese les people premiers are émigrés chinois sont arrivés integrated en into the Jamaïque. social and economic fabric of Aujourd'hui, Jamaica. les Chinois
s'intègre de plus en plus dans la vie économique et sociale jamaïcaine. En 1972, la Jamaïque est devenue le premier pays des Caraïbes à établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine et à adhérer à la politique d'une seule Chine. Et la Jamaïque est également présente à Chine. Au moment où notre athlète Usain Bolt et d'autres athlètes de notre pays ont battu les records, le stade national de la Chine, Nid d'Oiseau, est devenu très célèbre dans le monde. Avec l'approfondissement des échanges culturels entre nos deux pays, les relations sino-jamaïcaines ont été portées au niveau le plus élevé depuis l'établissement de la relation diplomatique. Nous travaillons actuellement à resserrer les liens commerciaux et économiques entre nos deux pays pour établir un partenariat stratégique sino-jamaïcain. La Jamaïque a toujours bénéficié de l'aide de la Chine. Durant les dernières années, la Chine a investi massivement dans le renforcement des capacités de notre main-d'œuvre à travers la fourniture de l'éducation et de la formation. De nombreux Jamaïcains ont suivi des formations dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de la santé. Les investissements des entreprises chinoises constituent également un pilier des relations sino-jamaïcaines. Nous sommes très heureux de voir que l'entreprise China Harbor Engineering Company a investi 600 millions de dollars américains pour construire l'autoroute nord-sud de Jamaïque. Actuellement, 16 entreprises chinoises se sont enregistrées en Jamaïque avec un investissement de plus de 3 milliards de dollars américains. Et par ailleurs, un mémorandum d'entente entre nos deux pays sur la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route a été signé et un protocole a été signé entre nos deux pays sur les exportations jamaïcaines de langoustes gelées. Mesdames et messieurs, nous voudrions profiter de cette occasion pour exprimer nos félicitations à la Chine pour les 70 ans de son établissement. Nous exprimons également notre haute appréciation pour les succès que la Chine a obtenus dans son développement. Nous sommes heureux de voir que la prospérité de la Chine a permis de sortir de nombreux Chinois de la pauvreté. La Jamaïque est un petit pays insulaire en développement, avec une population de moins de 3 millions d'habitants. Nous devons travailler à nous développer au service de notre peuple, à sortir notre peuple de la pauvreté absolue et à améliorer leurs conditions de vie. Vu la taille et les ressources limitées de notre pays, nous devons mettre en valeur le commerce international et la coopération internationale, ainsi que les opportunités qu'ils offrent. Nous travaillons et nous sommes convaincus que l'ordre international devrait être préservé. Nous attendons de bâtir ensemble avec la Chine des relations et une mondialisation économique ouverte et inclusive et équilibrée dans l'intérêt de tous les peuples. En tant qu'un petit pays insulaire, la Jamaïque fait face à des défis non seulement en matière de développement, mais également, elle doit
relever les divers défis comme les changements climatiques, nous devons utiliser les nouvelles technologies et l'innovation pour y faire face et pour que nous puissions avoir un développement durable. La Chine a des atouts en matière d'innovation et de nouvelles technologies. Nous attendons de coopérer davantage avec la Chine et de discuter de nouvelles opportunités de coopération pour mettre en synergie la volonté de se développer de la Jamaïque avec les expériences de la Chine en matière de santé, d'agriculture, de développement durable, pour que l'économie jamaïcaine puisse devenir plus soutenue et durable. En mai 2020, la Jamaïque organisera pour la première fois la conférence internationale sur l'innovation et l'adaptation de l'Organisation des Nations Unies du tourisme. Nous espérons que cette conférence permettra de renforcer le rôle de l'innovation dans le développement de notre économie. Nous espérons pouvoir avoir une économie résiliente. Et nous vous invitons à participer à cette conférence importante. Monsieur le Président, l'économie jamaïcaine a connu une stabilité sans précédent durant les 5 dernières années. Le ratio dette PIB a diminué de 30% et dans le même temps, notre cadre d'affaires ne cesse de s'améliorer et notre croissance est modérée et le taux d'inflation est également maintenu à un niveau modéré. Nous sommes en train de travailler à promouvoir la coopération sous format partenariat public-privé. Nous attendons de coopérer avec les autres pays et notamment accueillir des investissements en matière d'infrastructures. Jamaïque se trouve au cœur des îles caraïbiennes. Jamaïque a donc une situation géographique privilégiée. Elle est proche des grands canaux de navigation et par ailleurs, la Jamaïque est une tête de pont pour l'entrée dans les autres pays des Caraïbes pour les différents pays. Nous espérons faire de notre pays un pays de choix pour vivre, travailler et faire des affaires. Monsieur le Président, la deuxième CIE offrira une nouvelle opportunité pour la coopération internationale commerciale. Nous remercions la Chine pour l'ouverture et la confiance dont elle a fait preuve. Nous vivons dans un monde interdépendant. Nous devons travailler ensemble à un meilleur avenir de l'humanité. Beaucoup de gens disent que nous vivons dans un village planétaire. Dans ce village planétaire, personne ne peut se développer en seulement comptant sur eux-mêmes seuls. Nous devons coopérer davantage pour mieux valoriser les technologies et pour innover et pour nous développer. La Jamaïque entend coopérer avec la Chine pour renforcer la durabilité et la résilience de son économie et de son développement. Pour conclure, je vous réitère mes remerciements pour l'invitation à cette deuxième exposition internationale d'importation de la Chine. C'est également très heureux pour moi de prendre la parole devant vous et je souhaite que cette CIE soit un souvenir agréable et inoubliable pour vous tous. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, applaudissons pour accueillir Madame Ana Brnabić, Première ministre serbe. Poštovani predsjedniče SI, poštovani šefovi država I vlada, Excellence, Monsieur le Président Xi Jinping, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, responsables d'organisations internationales, Mesdames et Messieurs, chers meni amis. je veliko zadovoljstvo I Aujourd'hui, ogromna čast c'est un grand plaisir pour da moi u ime Republike Srbije učestvujem na drugom kineskom de participer à međunarodnom la deuxième uvoznom exposition sajmu u internationale Šangaju. d'importation de la Chine. U ime građana Republike En tant que Srbije, poštovani Premier predsjedniče ministre SI, de la želim République de I ovaj Serbie put da vam et čestitam au nom du peuple 70-godišnjicu serbe, od je osnivanja voudrais Narodne adresser mes Republike Kine chaleureuses félicitations au I da président Xi istaknem Jinping à l'occasion du da kao 70e prijatelj I anniversaire kao partner de la République Kine, populaire de Chine. Srbija sa velikom Je pažnjom voudrais prati souligner I raduje se la zbog Serbie zaista se impresivnih félicite des rezultata progrès koje ste importants postigli réalisés u par la proteklim Chine, un pays ami de notre Ovi pays. rezultati najbolje se vide u Nous dinamičnom constatons I que snažnom ekonomskom l'économie rastu, chinoise s'accroît dramatičnom rapidement. smanjenju siromaštva I ulaganjima La u lutte ljude. contre la pauvreté a Ovogodišnji remporté sajam des u succès Šangaju éclatants održava se u vreme kada se et svetska les jeunes ekonomija talents I émergent. međunarodna trgovina nalaze na À rastu. l'occasion de la deuxième édition de la Pred svima nama CGE, nalazi se suštinski l'économie et le izbor commerce između international dve vizije, sont à la croisée des chemins. odnosno dve paradigme Aujourd'hui, nous međunarodnih avons à ekonomskih faire un odnosa choix u important 21. entre veku. deux voies Na et jednoj deux strani visions. je put Une voie miroljubive koegzistencije, nous mène saradnje à I la zajedničke coexistence budućnosti, pacifique et à la što coopération je moto internationale. ovogodišnjeg sajma. Ovaj put Comme l'illustre podrazumeva dalju bien le thème globalizaciju, de la deuxième édition de la CIE, ekonomske cette voie va međuzavisnosti, permettre de renforcer dijalog l'interdépendance među économique, civilizacijama de renforcer le I dialogue intenziviranje entre međuljudskih les veza. civilisations et d'intensifier Na drugoj les strani échanges culturels et humains. Protekcionizam, Alors que l'autre carinske voie, I necarinske c'est la barijere voie I qui trgovinski conduira ratovi. aux guerres commerciales, Budućnost aux mesures u kojoj unilatérales, umesto da aux svi barrières zajedno tarifaires et non radimo za tarifaires. opšte dobro I da Nous zajedno aurions dû udruženim travailler resursima ensemble, I mettre en udruženim commun nos sredstvima ressources pour nalazimo lutter rešenja za contre mnogobrojne le changement izazove koji su climatique, pred svima nama, od klimatskih pour promena, relever les défis preko migracija, de la do question de digitalizacije. l'immigration, Mi biramo da se pour reprendre zatvaramo, ensemble le ne processus komuniciramo de I l'économie bežimo od numérique. problema, Mais u si on nadi choisit da će la upravo deuxième voie, nas ti problemi zaobići, nous allons a da će aller neko vers drugi morati le sa blocus njima da et se la bori. fermeture, et U nous ne nadi ferons que da će renvoyer naše les zajedničke problèmes probleme aux autres. I izazove rešavati neka druga zemlja I nacija pojedinačno. I istovremeno u nadi da će naša privreda, naši naučnici, Mais nous ne naši savons inovatori que biti en zaštićeni ne choisissant tako što ćemo mi cette voie, ulagati u njih da postanu konkurentniji, već tako što ćemo c'est notre sprečavati économie druge et da se sa njima c'est takmiče. notre talent, Za mene, notre za moju technologie zemlju, qui subiront to je des put koji dégâts će svima nama, importants. svakoga dana, Je suis de l'avis donositi sve que više problema pour la I sve Serbie, manje opšte cette koristi deuxième I voie blagostanja, ne mène qu'à l'accumulation umesto da des svaki dan problèmes ovaj svet koji je naš et à des zajednički conséquences encore postaje plus bolje graves mesto qui za pèsent život sur svih notre nas. société. Et ce ne sera jamais une Republika voie Srbija vers un meilleur je avenir. jasno I La République de Serbie nedvosmisleno napravila est convaincue svoj izbor. et elle est déterminée à choisir Je put mira son- I saradnje, sa propre voie, put c'est la opšteg voie I de la paix, zajedničkog de la coopération, prosperiteta. pour Naše un strateško avenir opredeljenje partagé de da kao l'humanité. zemlja kandidat za članstvo La u Serbie est un Evropskoj pays uniji, candidat à l'Union européenne. svakodnevno menjamo sebe Notre I stratégie neprestano est gradimo partnerske de odnose travailler sa što sans cesse većim pour se brojem renforcer, država u pour svetu. renforcer
les liens de partenariat avec le plus de pays possible dans le monde, et c'est aussi de travailler inlassablement pour le règlement des problèmes en suspens de la région des Balkans. Notre stratégie a déjà obtenu les premiers fruits au bénéfice de notre peuple et au bénéfice de notre économie. Et cette voie a aussi apporté des bénéfices à nos partenaires. En 2018, la Serbie a réalisé une croissance économique de 4,4%. C'est la meilleure performance depuis 10 ans. Le taux de chômage a été réduit de presque moitié et la dette publique a été baissée au niveau de 52% du PIB national. Les investissements étrangers directs s'élèvent au même niveau de notre volume économique national. Et c'est grâce à la politique d'ouverture, de coopération de la Serbie que nous avons réalisé cette situation gagnant-gagnant. Les partenaires venus de l'Asie, de l'Amérique et de l'Afrique et de l'Europe ont aussi bénéficié. Les entreprises exerçant en Serbie bénéficient des politiques préférentielles et peuvent exporter sans tarif douanier leurs produits dans des marchés importants comme l'Union européenne, la région balkanique, l'Union économique eurasiatique et aussi la Turquie. La Serbie est un petit pays, mais nous avons choisi la même voie que la Chine, à savoir la voie de la coopération et de l'ouverture au lieu de la voie du repli et de la fermeture. La Chine d'aujourd'hui est le moteur de la mondialisation économique et contribue à hauteur de près de 30% à l'économie mondiale en 2019. Le développement de la Chine d'aujourd'hui est la meilleure preuve que le développement et la croissance au XXIe siècle ne se réaliseront que par la coopération et non en agissant aux dépens des autres. Nous soutenons fermement les politiques d'ouverture de la Chine dans la nouvelle ère, qui vont non seulement bénéficier à la Chine, mais aussi apporter de nouvelles opportunités au reste du monde. La Serbie est déterminée à saisir cette opportunité et à en profiter pleinement. Notre partenariat avec la Chine fait de l'acier a déjà apporté des bienfaits tangibles aux citoyens de notre pays. La Serbie est peut-être aujourd'hui le meilleur et le partenaire le plus actif qui a signé le plus grand nombre de contrats avec la Chine dans le cadre du mécanisme de coopération 17+1. La Serbie est aussi un hub sur la carte des nouvelles routes de la soie. Ensemble avec les entreprises chinoises, nous travaillons à construire la ligne express terre-mer Europe-Asie qui est déployée entre le port du Pirée, Belgrade et Budapest. Aujourd'hui, les entreprises chinoises comme Prestio, Zijin, Shandong Linglong, Costco et CRBC ont non seulement contribué à la réindustrialisation de la Serbie et au développement de la connectivité régionale, mais aussi ont facilité les échanges culturels et humains entre nos deux peuples. Notre vœu, c'est que dans l'avenir, nous puissions renforcer davantage cette coopération avec la Chine pour démontrer que, en matière de technologie, de l'information et de communication, en matière d'économie numérique et d'agriculture, nous pouvons réaliser une coopération complémentaire et gagnant-gagnant. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la République de Serbie a envoyé ici à Shanghai une importante délégation pour illustrer la même vision de développement entre la Chine et la Serbie.
Tout à l'heure, j'ai écouté attentivement le président Emmanuel Macron et je constate que la France partage la même vision que la Serbie. Nous sommes d'accord pour créer un avenir partagé. Et je remercie également le président Macron pour ses meilleurs vœux pour la Serbie. Ce que nous cherchons, c'est un développement durable. C'est l'interdépendance économique, un commerce équilibré, des bénéfices mutuels. Et seule la coopération permet un développement partagé. Avant de conclure, je voudrais renouveler mes félicitations à la Chine, au président Xi, à l'occasion du 70e anniversaire de la République populaire de Chine. Merci à la Chine pour son soutien au développement économique de la Serbie et merci à la Chine pour son esprit d'ouverture, de coopération. Merci à la Chine qui a ouvert les bras aux produits et aux idées de la Serbie. Merci. Merci, Madame la Première ministre. Maintenant, applaudissons chaleureusement pour le ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale de l'Italie. Buongiorno a tutti, signor Presidente Xi Jinping, signori capi di Stato e di Governo, colleghi, signore e signori. Sono lieto di partecipare anche quest'anno a nome dell'Italia alla China Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, je suis très heureux d'être ici à la deuxième exposition internationale d'importation de la Chine. En mars dernier, le président Xi Jinping a effectué une visite d'État réussie en Italie, qui est un partenaire dans le cadre de la CIE. Nous sommes très honorés de participer à cette plateforme importante. Cette plateforme importante crée de bonnes opportunités d'échange et de rencontres pour le commerce international. Et à cette occasion, je voudrais affirmer à la partie chinoise l'engagement et la volonté de l'Italie de suivre de près les politiques et les engagements d'ouverture élargie de la Chine. Et nous nous félicitons de voir les progrès importants réalisés par la Chine depuis le lancement de la politique de réforme et d'ouverture il y a plus de 40 ans, dont notre réunion d'aujourd'hui est un bel exemple. La Chine est aussi un défenseur du multilatéralisme qui défend le développement inclusif et durable et qui a inclus cette notion dans le développement national et qui travaille inlassablement à créer un environnement d'affaires ouvert. L'Italie travaillera dans l'avenir à renforcer la coopération au niveau européen et entre la Chine et l'Europe et à transformer le commerce international, à préserver le rôle central de l'OMC dans le commerce international et à réformer cette organisation. Nous devons établir des règles commerciales basées sur des règles qui soient transparentes, équitables et équilibrées. Donc nous souhaitons voir davantage d'initiatives qui permettront de relire l'Asie à l'Europe. L'Italie est au cœur du continent eurasiatique. Nous soutiendrons, comme par le passé, ces initiatives pour renforcer la connectivité entre l'Asie et l'Europe. Nous avons signé avec la Chine des accords de coopération et plus précisément un mémorandum d'entente entre la Chine et l'Italie dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Notre Premier ministre a assisté
Au deuxième forum, la ceinture et la route pour la coopération internationale tenu en Chine en avril dernier, et nous souhaitons continuer à promouvoir l'interconnexion, à donner de beaux exemples dans le cadre bilatéral et multilatéral pour faciliter les investissements, les échanges commerciaux entre nos deux pays. Distingués invités, il y a un lien étroit entre Pékin et Rome. La Chine est le 5e partenaire commercial de l'Italie et une destination très importante pour les exportations italiennes. Nos attentes sont grandes et nous souhaitons voir notre échange commercial monter à un niveau supérieur. La Chine représente un marché énorme qui peut permettre à beaucoup d'entreprises d'y faire la concurrence sur un pied d'égalité. C'est une bonne chance pour les entreprises italiennes. Nous avons beaucoup d'entreprises ici exposées, représentées à la 12e édition de la CIE, et je vous invite donc à aller les visiter. L'Italie est un partenaire important dans le cadre de la CIE. Nous avons plus de 160 entreprises représentées à cette exposition, avec une superficie d'exposition de plus de 6 000 mètres carrés. Nous allons saisir cette opportunité offerte par la 2e CIE pour consolider davantage les échanges commerciaux entre les deux pays et pour faire une meilleure promotion de nos produits. Et nous souhaitons également développer, étendre notre coopération à de nouveaux domaines pour mieux commercer et nos produits, et nos biens, et nos services, et envers une meilleure coopération. Con le quali ci accingiamo anche a celebrare il prossimo anno il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche. L'année prochaine, la Chine et l'Italie fêteront le 50aire de leurs relations diplomatiques et l'année prochaine, nous fêterons également une année culturelle et humaine entre nos deux pays. Beaucoup d'activités de célébration seront étalées sur les 12 mois de l'année prochaine. Donc j'invite les Chinois à voyager davantage en Italie pour le tourisme. Dans l'histoire, nous avons Matteo Ricci, Marco Polo, qui ont été les témoins de l'amitié et des échanges entre nos deux pays. Ils sont devenus les symboles des échanges sino-italiens dans le cadre de l'ancienne route de la soie, et nous souhaitons poursuivre cet esprit d'échange et de coopération, poursuivre cette tradition, afin de créer un meilleur avenir. Je souhaite, sur la base de l'intensité de nos échanges, encore renforcer davantage notre coopération. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le ministre Di Maio. Maintenant, j'invite le directeur général de l'OMC à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président Xi Jinping, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de revenir à Shanghai pour la 2e CIE. Tout d'abord, je voudrais remercier le Président Xi Jinping pour son leadership dans l'organisation de la 2e édition de la CIE. L'expo de l'année dernière a montré l'engagement du gouvernement chinois à promouvoir l'intégration de l'économie chinoise dans l'économie mondiale. Et aujourd'hui, la 2e CIE
illustre encore davantage la volonté de la Chine à promouvoir l'importation pour créer davantage d'opportunités aux hommes d'affaires et aux consommateurs du monde entier. C'est un signal très positif. L'accent mis sur l'importation est un signe très bienvenu. Cela renvoie à un point essentiel mais souvent négligé, à savoir le commerce signifie fondamentalement une coopération gagnant-gagnant. L'importation signifie plus de choix et de meilleurs prix pour les consommateurs. Et l'accès aux entrants de meilleurs prix pour les hommes d'affaires signifie plus de compétitivité. Depuis des décennies, le marché international prévisible et ouvert a permis aux différents pays et entreprises de se spécialiser et d'allouer les ressources dans les domaines où ils ont des atouts. Et cela conduit à la croissance, au développement et à la lutte contre la pauvreté. Les économies sont de plus en plus étroitement liées entre elles. Aujourd'hui, les 2/3 des exportations dans le monde contiennent des composants importés. Mais les tensions commerciales signifient plus d'incertitudes dans le marché international. Aujourd'hui, les investisseurs hésitent à acheter des équipements, à développer davantage les liens de vente et d'achat transfrontaliers, de peur que leur profit, leur marge de profit soit réduite. Et cela se voit sur les données. Le mois dernier, les économistes de l'OMC ont estimé que pour l'année 2019, le commerce international ne s'accroîtra que de 1,2% contre 2,6% de avril dernier. Les incertitudes dans les politiques commerciales sont devenues le principal obstacle à la croissance du commerce et des investissements. Cela ne peut pas durer. Pour la plupart des gouvernements, ils ont vu leur marge de manœuvre dans les politiques monétaires et fiscales se réduire. Et la meilleure approche, c'est que tous les pays coopèrent ensemble pour ouvrir une voie crédible envers un système commercial plus stable et plus prévisible en faveur de l'intégration des économies nationales et afin de créer un environnement de concurrence équitable pour toutes les entreprises, grandes ou petites. Cela va créer pour les hommes d'affaires plus de confiance dans les investissements et pour les employés de meilleurs emplois et de meilleurs pouvoirs d'achat. Et pour les gouvernements, cela signifiera qu'ils pourront mieux valoriser les politiques monétaires et fiscales. Cette coopération ne signifie pas que nous devons confier les solutions à un ou deux ou quelques grands pays. Nous devons tous prendre part aux solutions. Dans des enceintes comme l'OMC, le G20 et d'autres, les leaders doivent montrer leur volonté politique et coordonner leurs efforts. En toute franchise, le résultat du refus de la coopération est le perdant-perdant. Tout comme le thème de cette CIE, seule la coopération peut permettre de briser le cercle vicieux des incertitudes et conduire à une croissance soutenable et à la coopération gagnant-gagnant. Merci de votre attention.